autre ami m'a donné un livre. Il dit, bon, avant d'aller en profondeur, finis ce livre et puis je t'en donne un autre. Le livre m'a assez secoué. J'ai rencontré dans ce livre-là une dame qui avait passé toute sa vie à faire ce que le mari voulait, ce que les enfants voulaient et autres, mais qui avait oublié de faire ce qu'elle-même elle voulait. Et donc, c'est après la quarantaine, elle se rend compte, mais attends, que moi, je peux enseigner ce que je connais. Et elle se lance vraiment. Ce livre-là a littéralement changé ma façon de voir les choses. Ah, le déclic. Non, c'est le déclic est venu de là. Le livre venait au bon moment. Mhm. Parce que peut-être que si je l'avais lu des années Plus tôt. antérieures, Mhm. il n'allait pas forcément créer Produit le ce même effet. déclic. Bonjour et bienvenue sur Prince Talk. Je suis Prince Atobla et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Adèle Croua, qui est sociologue et autrice du livre Le patron, c'est toi. Restez connectés, ça promet. Bonjour Adèle, Bonjour Prince. merci de répondre à mon invitation. Merci infiniment de m'avoir invité. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de t'avoir en face. Merci. Je pense que ça fait un peu moins de 2 ans qu'on se connaît. À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux d'abord. Exclusivement. Et puis par la suite, je pense qu'on a eu une rencontre au Salon du Livre. Oui. Je crois que c'est la première. L'année dernière. L'année dernière. L'année Voilà. dernière, oui. Et je pense que de mon côté, je trouve que tu es une très belle personne. Merci Prince. Voilà. Ton accueil, ton sourire, lorsqu'on s'est rencontrés. Et puis je pense même que sur les réseaux, Oui. j'avais fait une publication et je crois que tu avais tagué une de tes amies en disant, je pense que ce gars-là, c'est un gars à suivre. Ok, oui, Ouais. oui. C'est ça. Et c'est comme cela également, j'ai commencé aussi à te suivre. Ouais. Et j'ai vu qu'on avait quelques points en commun. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, Oui, en l'occurrence les livres. c'est ça. J'ai vu que tu lis énormément. J'aime beaucoup. Et j'ai vu également que tu es ambassadrice Nouveau Horizon. Oui. Ça, c'est également un point commun. Ouais. Parce que moi, je suis revendeur Nouveau Horizon, Des livres. des livres Nouveau Horizon. Et pour t'expliquer un peu le principe de ce podcast, D'accord. la raison pour laquelle je l'ai créé, c'est pour permettre déjà aux personnes qui cherchent leur voie d'avoir des gens à qui ils peuvent s'identifier. Et puis également, il y a des personnes qui s'interrogent énormément sur le parcours de certaines personnes qu'ils voient de loin, ces personnes ont du mal à peut-être les approcher, à peut-être leur poser même des questions en inbox. Et donc, nous, ensemble, on va essayer de faire un peu le tour de ton parcours, des éléments d'inspiration que tu as pu avoir et également de ce que tu constitues en tant qu'inspiration qui pourrait permettre également à d'autres personnes de pouvoir passer en fait un certain cap. Voilà. D'accord. C'est Donc, bien enregistré. good. Donc, sans plus Merci. tarder, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi? Qui est Adèle Croua? Quel est ton parcours? D'accord. Merci infiniment, Prince. Larissa Delcroix, c'est une sociologue de formation. OK. Et donc, depuis 14 ans, bientôt 15, je travaille sur des projets de développement, spécialement des projets de lutte contre le VIH, OK. avec notamment les fonds du projet d'urgence du président américain qui sont en ce moment en danger avec l'arrivée de Mr. Donald Trump. OK. Et donc, nous travaillons depuis avec ce genre de fonds. Et en tant que sociologue, j'ai travaillé à la communication pour le changement de comportement. OK. Parce qu'après le VIH, on ne veut pas qu'il arrive simplement pour le traiter. On veut le prévenir. OK. Et pour prévenir les personnes quant au VIH, il faut beaucoup de communication. Il faut de la formation, il faut de la sensibilisation, il faut aller au contact des populations. Mhm. Et comme ça, on a commencé à rédiger beaucoup de documents, beaucoup de modules de formation. On a eu beaucoup de rencontres de plaidoyer avec différents types d'autorités pour que la question soit comprise. Parce qu'en plus de travailler sur le VIH, moi, je travaille avec les cibles beaucoup plus vulnérables au VIH. Les travailleuses de sexe, les usagers de drogue et des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et ce pas des personnes qui sont d'emblée acceptées
et chouchouté par la société. Exactement. Donc, il fallait déjà faire comprendre au personnel de santé que lorsqu'on voit une personne, même si elle a l'air la plus droguée possible, le plus important, c'est de lui donner le service dont elle a besoin. Mhm. Même si on voit la jeune dame venir à nous dénuder d'une certaine manière, l'offre de service d'abord, le jugement après. Ok. Même si on voit un homme qui a une démarche qui ne nous convient pas, il faudrait pouvoir chercher d'abord à lui offrir le service. Mhm. Et j'ai vu que lorsqu'on parle aux personnes, qu'on les sensibilise et qu'elles comprennent, les choses vont vraiment bien. Mhm. Et Et ces personnes sont les agents de santé. il y a eu des agents de santé, il y a eu des plaidoyers en direction des agents de santé, il y a eu des plaidoyers en direction des hommes en uniforme. Parce que vous savez, Ok. les hommes en uniforme, leur cible côté pénal du code, Mhm. ce sont ces personnes-là. Parce que lorsqu'on se prostitue, on fait du racolage très souvent. Et le racolage est puni par la loi ivoirienne. Mhm. Lorsqu'on on est homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, la loi ivoirienne dit qu'on a des rapports contre nature. Mhm. Mais pardon, Voilà. c'est quoi le racolage? Le racolage, c'est le fait d'interpeller quelqu'un dans la rue pour qu'il puisse venir solliciter les services sexuels. Ok. Donc, en zone 4, par exemple, au niveau de... Lorsqu'on était plus jeune, on entendait beaucoup parler des racoleuses. Ok. La société les appelle des prostituées, mais ce sont des racoleuses. Mhm. Et l'État ivoirien pénalise aussi le proxénétisme. Mhm. Alors que dans le domaine du travail du sexe, il y a beaucoup de proxénétisme. Mhm. Parce qu'à un certain âge, les personnes ne sont plus assez fraîches pour offrir les services demandés. Oui. Et donc, elles recrutent des personnes plus jeunes Mhm. et les introduisent dans le système. J'ai compris que... Et cette influence-là, elle est rapide et elle est réelle. Mhm. La jeune fille, elle a des difficultés à s'acheter ses produits de première nécessité et elle admire une grande sœur au niveau de son quartier Mhm. qui l'introduit rapidement dans son Ouais. réseau. Mhm. Et ça se fait très vite. Ouais. Très vite et très bien. Mhm. Donc, j'ai compris que cette communication de bouche à oreille, là, elle est très importante. Et lorsqu'elle est bien structurée, Mhm. ça change des vies. Donc, c'est à nous de nous positionner du côté changement positif des vies ou changement dégradant des vies. Oui. Parce qu'après, on voit, après plusieurs années, Mhm. certaines personnes voient leur vie dégradée, leur état de santé en danger, juste parce qu'elles ont fait certains choix et n'ont pas eu les informations qu'il fallait. Mhm. Voilà, donc j'ai axé toute ma carrière et toute mon énergie autour de cette communication pour le changement de comportement. Et à un moment donné, naturellement, pour ne pas que cela reste uniquement dans mon domaine d'exercice, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas? Nous avons les réseaux sociaux, il faudrait bien qu'ils puissent servir à quelque chose. Il faudrait que les réseaux sachent ce qu'on fait. Parce que déjà, si chaque matin, Prince ne nous saluait pas depuis Songo, Oui. on ne saurait pas Exactement. qu'il est le Songoman. Exactement. Voilà. À un moment donné, si je ne dis pas qui je suis, personne ne peut avoir recours à mes services et C'est vrai. personne ne peut venir me poser de questions sur des choses les plus simples Mhm. de santé. Oui. Et c'est en cela que j'ai commencé à assurer une certaine présence sur les réseaux sociaux. Et puis après est venue l'histoire des livres qu'on racontera plus tard. Mais principalement, c'était vraiment la communication pour le changement de comportement pour la santé. Mhm. Et c'est ça d'abord le travail. Pourquoi le choix de la sociologie? Est-ce que tu y es arrivé comme ça, Mhm. ou bien il y a eu quelques questions existentielles bien avant qui t'ont poussé à y aller? Et après, quand tu rentres dans la sociologie, pourquoi tu vas vers le VIH? Est-ce que c'est, on va dire, un simple concours de circonstances, ou c'est quelque chose que tu as toujours voulu? J'ai toujours été intéressée par l'humain. Parce que je me posais énormément de questions lorsque j'étais jeune. Je voulais comprendre pourquoi certains comportements se faisaient. Puis je voulais défendre les personnes qui étaient, selon moi, victimes d'injustice. Donc, je voulais d'abord faire du droit. Ok. Voilà. L'année de l'obtention de mon bac, à l'université de Cocody, la faculté de droit avait connu 2 années blanches. Ok. Voilà. Et donc, on ne pouvait pas m'affecter en droit. Mhm. Et c'est comme ça que le grand frère d'une amie
m'a dit, il y a aussi la sociologie. Hein. Tu peux essayer de voir de ce côté-là. Parce que comme, il m'a écouté. Il m'a écouté, il a vu que les choses de l'humain m'intéressaient. Il a dit, s'il n'y a pas de place en droit, essaie de voir la sociologie. C'est une bonne science. Ça peut t'aider. Je lui ai dit, mais la sociologie, on y fait quoi? Il dit, non, on répond aux besoins de la société, on comprend l'homme. Je dis, ça peut m'intéresser aussi. C'est comme ça que je suis partie. Et au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai vu que c'était très intéressant. Et donc, je suis restée scotchée. Maintenant, pour la santé, ça a été vraiment un concours de circonstances. Parce qu'à partir de la licence en sociologie, on a des spécialités. Oui. Et j'ai des amis qui ont fait l'option sociologie de santé. Mais je me moquais d'elles. Tu fais quoi là? Sociologie de la santé. Parce que moi, je suis allée faire sociologie des entreprises. Pour moi, la sociologie rimait avec les ressources humaines. Voilà, donc je disais non, je ne voulais même pas faire la recherche. Hein. J'ai dit, moi, je fais une maîtrise appliquée, parce que la maîtrise appliquée, c'est 4-5 ans maximum, et puis après, tu es bonne pour le marché. Je dis, non, moi, je fais rapidement la sociologie des entreprises, et puis après, je cherche à avoir un poste de ressources humaines quelque part. Mais quand même, quelle histoire d'aller faire sociologie de la santé. Avec la sociologie de la santé, vous allez régler quel problème dans ce pays? Et on riait. Et en recherchant du travail, finalement, le stage qui m'a été proposé était dans un programme de lutte contre le VIH. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer. Je n'ai même pas réalisé même que j'étais en train de prendre un travail duquel je me moquais quelques années plus tard. Mais c'est quand j'ai pénétré le secteur qu'un jour, je me suis rappelé de tout ça. Puis je me suis dit, mais attends, finalement, je me moquais des filles qui ont fait santé, mais c'est vraiment un domaine passionnant. Et après, je suis allée faire un master de recherche sociale appliquée à la santé. Moi qui ne voulais pas faire la recherche à l'université, parce que j'ai compris que on ne peut pas travailler sur un domaine si on n'a pas assez d'informations sur le domaine en question. Donc, tout bon gestionnaire de projet est d'abord un bon chercheur. Quelqu'un qui sait trouver les données en rapport avec la problématique qu'il veut pouvoir régler. Sinon, après, on navigue à vue et puis on n'est pas aussi performant que ça. En tout cas, merci. Merci. Mais tu sais, tout ce que tu as dit m'amène à te poser une autre question. Dans ta formation de sociologie, est-ce qu'il y a eu aussi de la psychologie et puis de l'anthropologie? Il y a de l'anthropologie. Il y a la psychologie sociale, mais en deuxième année. Ce n'est pas quelque chose de très approfondi. Et puis après, n'oublions pas que l'UFR donne des modules vraiment généraux. Après, c'est vraiment à chacun de creuser. Mais sinon, le focus de la sociologie, c'est comprendre l'homme, surtout quand il est en groupe. Voilà, donc, on ne va pas faire psychologie individuelle pour chercher à comprendre l'homme forcément tout seul. Mais en groupe, comment il se comporte. Donc, l'anthropologie, c'est la base de la sociologie, puisque l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme en société. Voilà. Donc, après, les deux mis ensemble, anthropologie et sociologie, un peu de psychologie pour comprendre un peu l'esprit des gens. Et puis, on pense qu'on est un peu complet. Voilà, donc on se sociologue. Merci. Pour ceux qui nous regardent, qui veulent peut-être embrasser une carrière comme la tienne, comment on se retrouve dans un programme comme celui dans lequel tu es? Où est-ce qu'on postule? Où est-ce qu'on a les informations? Comment est-ce qu'on fait? Parce que j'imagine, comme tu dis, il y a des sociologues qui sont, eux, en entreprise, qui sont dans des directions des ressources humaines. C'est ça. Mais toi, tu vas vers un programme qui, j'imagine, peut être à durée plus ou moins limitée. Oui, très déterminé. Voilà. Donc, et il y a des personnes que ce genre de programme intéresse. Oui. Où est-ce qu'ils prennent les informations? Comment est-ce qu'ils y adhèrent? Les informations pilules. Hein. Chaque jour, il y a des recherches de profil. Mais ce qui fait peur, c'est le descriptif de poste. OK. Voilà. Parce que très souvent, on recherche dans nos organisations des personnes déjà expérimentées. J'explique pourquoi rapidement. Au départ du déploiement de son programme, le PEFA a beaucoup formé. Et l'humanitaire, nous, c'est pas dans notre curriculum de formation. C'est quoi le PEPFAR?
Le PEPFAR, c'est le projet d'urgence du président américain. C'est-à-dire les fonds des États-Unis qui viennent en Afrique et dans les pays en difficulté pour pouvoir soutenir la santé. OK. On sait tous que l'humanitaire n'est pas dans notre curriculum. Et lorsqu'il y a eu la guerre, il fallait sauver surtout les zones de l'Ouest et certaines zones du Nord face à la détresse que les gens avaient vécue. OK. Donc, Bouaké, l'Ouest de la Côte d'Ivoire et quelques zones du Nord ont reçu des missions humanitaires. Et donc, les missions humanitaires travaillaient avec tout le monde. Tu n'avais pas besoin d'un certain niveau de formation. OK. Voilà. Le plus important, c'était que tu veux aider tes communautés et tu t'es engagé. Mais très vite, ça nous a rattrapés. Parce que quand une personne n'est pas formée à travailler, on est en perpétuel recommencement. Je vois. Et donc, après, on s'est rendu compte que si on veut améliorer le système, il fallait le rendre un peu plus professionnel. OK. C'est comme ça qu'on a commencé à rédiger des termes de référence pour rechercher certains profils. Parce que le PEPFAR a formé. Mais quand une personne, et ça je l'ai vraiment appris au cours de ma carrière, quand une personne n'est pas préparée à accepter quelque chose que tu lui donnes, elle ne le retient pas. C'est ça, elle rejette. Elle ne le retient pas. Donc, formation en France, en Belgique, aux États-Unis, ils sont partis partout. Voilà. Nos leaders communautaires, c'est des personnes qui ont beaucoup voyagé. Mais pour tenir le projet comme il faut, beaucoup plus de bavardage que d'actions concrètes. OK. Donc après, il fallait vraiment chercher des professionnels, des personnes sorties de l'école qui au moins pouvaient venir donner des orientations. Je vois. Donc, si les gens veulent vraiment s'engager dans l'humanitaire, déjà qu'ils fassent comme nous, qu'ils posent des actions gratuitement. Parce que ça, c'est quelque chose qui compte. Exactement. Si déjà à l'université, pendant les vacances, j'aide même une ONG de quartier à atteindre ses objectifs, je fais déjà quelque chose de formidable. Oui. Voilà. Il y a Stéphane Pacom qui est un programme d'insertion pour les jeunes. Dès la classe de 4e, un enfant a la possibilité, pendant les vacances, de faire 1 mois de stage avant de retourner à l'école. C'est des choses qui comptent. Oui. Quand, depuis l'école, j'ai investi mes vacances scolaires à apprendre quelque chose, lorsque je suis à l'université, j'ai quelques années d'expérience en certaines choses. Le piège, c'est que les gens finissent d'avoir tout leur diplôme. Et maintenant, ils lèvent la tête. Lorsqu'ils lèvent la tête, lorsqu'ils voient les offres, mais pourquoi on demande 5 ans d'expérience? Je viens de finir, je ne peux jamais avoir. Mais les 5 ans d'expérience pouvaient être acquises depuis la licence 1. Oui. Donc, il faudrait que les gens se trouvent vite. Il faut qu'ils trouvent vite vers où ils veulent s'orienter. OK. Et il faut qu'ils commencent à comptabiliser toutes les actions qu'ils font de sorte à ce que ça compte dans leur expérience professionnelle. Oui. Il ne faudrait pas qu'ils attendent le premier boulot avec contrat signé pour se dire que mon expérience a commencé. Voilà. Donc, il faudrait que les personnes, dès l'université, commencent à s'engager, à travailler et à capitaliser leurs acquis, de sorte à pouvoir intégrer assez rapidement le système lorsqu'elles seront prêtes. Merci. Merci. Je t'en prie. Très instructif. Là, j'apprends énormément. Et je pense que ceux qui nous suivent également, ils apprendront de cela. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont peut-être intéressées par cela, mais qui n'ont pas suffisamment de détails, ne savent pas à qui poser des questions. Qui s'orientent. C'est un bonheur de t'avoir. Vers la thématique qui les intéresse. Là, par exemple, j'ai rencontré un monsieur qui dit qu'il a travaillé longtemps sur l'UCR de Burly, mais de façon bénévole. Parce qu'il partait soigner les plaies de ces personnes-là, parce que le personnel médical n'est pas suffisant pour s'occuper de ces personnes. Les sœurs de la charité à Koumassi, elles s'occupent des personnes qui ont l'UCR de Burly. Oui. Ne serait-ce que s'engager une fois par semaine, ou une fois chaque 2 semaines, aller leur apporter l'aide qu'il faut, c'est déjà mettre le cœur à l'ouvrage. Oui. Et quand je le fais de façon bénévole, demain, je peux me dire qu'avec mon diplôme, je peux postuler à avoir. Et je peux même citer des gens en référence. Oui. Oui. Parce que les personnes t'ont vu ici aider. À l'œuvre, oui. Mais on ne va pas continuer à se comporter comme
les Ivoiriens d'avant qui attendaient simplement d'avoir le diplôme et voir toucher telle personne pour rentrer dans le système. Aujourd'hui, ça ne marche pas tant que ça. Mhm. Merci. On va aborder un autre point. Oui. C'est le point de la lecture. Je te sais grande lectrice. Et là, la question qui me vient à l'esprit, c'est d'où vient ton amour pour la lecture? Je suis d'une famille de lecteurs. Ok. Oui, ma maman lit énormément. Mhm. Ses frères aussi, tout ça. Ma grand-mère était une grande lectrice. Elle avait des collections de livres. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce qu'ils lisaient les fables de La Fontaine. Mhm. Et par exemple, dans leur discussion, ils lisaient les livres de l'Antiquité. Ils vont te parler d'Hercule. Ils vont te réciter la Bésace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vient comparaître au pied de ma grandeur. Et ils sont là sur leur discussion. Hein. Ouais. Au salon, c'est leur causerie qui est là. Mhm. Je me disais, mais ceux-là, est-ce qu'ils savent que le monde a des réels problèmes? Ouais. L'actualité de la famille royale. Il y avait un magazine appelé Point de vue. Mhm. Ma grand-mère et sa fille, qui est ma mère, achetaient Point de vue chaque semaine. Mhm. Pour conserver même leur point de vue, elles classaient numéro par numéro, puis après, elles faisaient relier Wow. pour mieux revoir les parties qu'elles ont ratées sur la famille royale. Wow. Mais ça me faisait tellement fâcher. Mhm. Parce que votre famille royale d'Abengo, ici même qu'elle a, je ne suis pas sûre que Vous avez la des maîtrisez informations. autant. Mhm. Donc, je trouvais les lectures très loin de nos réalités, mais Mhm. très, 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 très loin. Mhm. Mais bon. Donc, ce qui fait que ça ne me donnait même pas Mhm. l'envie de lire quoi que ce soit. Mhm. Mais en tout cas, j'ai baigné dans cet environnement de personnes qui lisent et écrivent. Mhm. Écrire, par contre, j'aimais beaucoup. Ok. Voilà, j'aimais écrire pour ressortir un peu tout ce que je voyais et que je ne trouvais pas normal. Parce que Mhm. je suis très critique depuis petite. Donc, je ne trouve pas tant normal. Donc, j'avais mon cahier intime dans lequel je critiquais tout le monde. Donc, écrire, j'écrivais. Et après, j'ai compris que la lecture allait me rattraper parce que déjà, à l'école, on nous demandait de faire des exposés pour Mhm. lesquels il fallait lire Mhm. pour faire une petite synthèse. Et puis, il y a eu l'université où on doit absolument lire. Mhm. On ne peut pas faire de sociologie sans lire les grands philosophes, les grands sociologues. Et après, il y a la période de recherche d'emploi Mhm. où on pense qu'en ayant eu un diplôme après, on va se rendre chez un oncle, une tante, lui dit j'ai fini, et puis quelques mois après, commencer un stage. Et puis, je me rends compte que c'est un peu plus complexe que ça. Mhm. Ça n'avance pas comme on veut. Et là, l'ami de mon oncle me donne un livre Ok. pendant ma période de chômage. Je me plaignais, je disais, mais cette affaire de travail-là, c'est un peu compliqué, où je vais travailler et tout. Mais entre-temps, j'avais 2 oncles qui étaient au ministère de l'Éducation nationale, qui passaient leur temps à faire des formations dans les écoles. Ok. Donc, je leur ai demandé, mais comment j'ai un projet? Est-ce que vous pouvez me former dessus? Mhm. Eux aussi, ils ont pris tout leur sérieux un samedi. Ils sont venus, ils ont mis un tableau. Ils m'ont expliqué pour gérer un projet, voilà comment ça commence. À défaut d'avoir du travail, peut-être que je vais commencer à monter un petit projet pour aider les gens. Ils me regardent, ils rient. Ils me disent, bon, vous voyez, non, c'est que tu as commencé là. C'est ça qui est bon. Il faut faire comme ça. Mhm. Mais lis un peu sur certains sujets qui t'intéressent pour en savoir un peu plus. Mhm. Et un autre ami m'a donné un livre. Il dit, bon, avant d'aller en profondeur, finis ce livre et puis je t'en donne un autre. Mhm. Il m'a donné Trembler mais oser de Suzanne Schaeffer. Mhm. Le livre m'a assez secoué. Ok. Parce que j'ai rencontré dans ce livre-là une dame qui avait passé toute sa vie à faire ce que le mari voulait, ce que les enfants voulaient, autres, mais qui avait oublié de faire ce qu'elle-même elle voulait. Mhm. Et donc, c'est après la quarantaine, elle se rend compte, mais attends, que moi, je peux enseigner ce que je connais Mhm. à l'université, je peux. C'est là qu'elle commence à se lancer. Elle met de côté toutes ses peurs et elle se lance vraiment. À ce livre-là a littéralement changé ma façon de voir les choses. Ah, le déclic. Non, c'est le déclic est venu de là. C'était en 2010. Mhm. Le déclic est venu de là. Je dis, ah. Il faut dire qu'en 2010, j'étais déjà petite fille orpheline parce que j'ai été éduquée par mes grands-parents. Ok. Voilà. Donc, en 2008, j'ai perdu ma grand-mère. En 2009, j'ai perdu mon grand-père. Quand ces deux-là sont partis, là, j'ai compris que si je ne me battais pas, Mhm.
ça n'allait pas être évident pour moi-même. Mhm. Parce que c'était les deux qui étaient les figures paternelles de ma vie. Mhm. Il fallait prendre mon destin en main parce que tout le monde même se cherchait. Ouais. Je dis, ah ok, donc le livre venait au bon moment. Mhm. Parce que peut-être que si je l'avais lu des années Plus tôt. antérieures, Mhm. il n'allait pas forcément Produit créer le ce même effet. déclic-là. Donc j'ai commencé à avoir une routine matinale très sérieuse. Si le matin je me réveille, si j'ai une prière à faire, je la fais. Je pars à la messe. Quand je reviens à la maison, je ne reste pas couché. Mhm. Je travaille sur quelque chose, j'écris, je fais quelque chose du rangement, mais en tout cas, j'ai commencé à très bien utiliser mes journées. Mhm. Et j'ai commencé à postuler, commencé à rechercher du travail. Et c'est là vraiment que tout est parti parce que dès que j'ai décidé que je voulais travailler pour aider des communautés à être mieux éduquées et avoir des pratiques saines, peu importe le domaine dans lequel je serai, j'ai eu mon premier stage au programme de lutte contre le VIH chez les populations hautement vulnérables. Ça me rappelle une anecdote. Non, je t'assure. Que tu vas me Oui, que j'ai envie de te raconter. raconter là tout de suite. En fait, le fait que tu dises que c'est parce qu'à un moment, tu as voulu aider que tu as eu ton premier stage, moi, c'était pareil. Je recherchais un stage. Et puis, je me suis dit, et non, je pense non, je voulais même être embauché. Parce que le stage était fini. Donc, je recherchais. Bon, je dis, bon, ok, j'ai fait un stage pendant un certain temps. Bon, moi, les histoires de. J'ai pas envie de prier pour avoir un boulot. Qu'est-ce que je fais? Et puis, un jour, je suis là. Je descends je pense, de mon stage. C'était la fin, là. Donc, je reviens. Et puis, j'entends une voix qui me dit, rentre dans l'église à côté et va prier. Et qu'est-ce que je mets comme intention de la prière? Je dis à Dieu que je veux avoir un stage pour pouvoir aider ma petite sœur. Le lendemain, je reçois un coup de fil où on me dit on veut te recruter. C'est vrai qu'on ne comptait prendre personne, tu n'étais pas sur la liste, mais on te veut. Voici le montant qu'on te propose. Il n'est pas à discuter. Et je te dis, ce montant-là représentait 5 fois ce que je touchais en stage. Je dis, mais je vais discuter quoi? Avec le montant même que je touchais en stage, j'arrivais à épargner plus de 60%. Il n'y a rien à discuter. Voilà, j'ai accepté tout de suite. Et donc, je pense que dès que dans le cœur, il y a ce mobile de vouloir aider les autres, c'est comme s'il y a tout un mécanisme là, qui se met en place pour que on soit là où il faut. Ouais. Mhm. C'est ça. Paulo Coelho le disait très bien dans l'alchimiste. Il Mhm. dit, une fois qu'on a su où on va et qu'on a les bonnes raisons, en tout cas, l'univers même conspire à ce qu'on y arrive. Parfait. Et ça, c'est très important. Dès que j'ai changé de façon de voir les choses, en tout cas, la vie aussi a changé. C'était comme ça. Et un autre truc très important aussi dans cette recherche-là, c'est que comme je me posais beaucoup de questions, j'ai décidé de faire une retraite spirituelle. Et la retraite qu'on me proposait était les exercices selon Saint Ignace. C'est Saint Ignace de Loyola. Ok. C'est une retraite silencieuse où même les téléphones n'étaient pas admis. C'est vrai qu'on était en 2010, mais j'étais déjà très tactile. Ok. J'utilisais beaucoup mon téléphone. Et j'avais déjà lancé mes demandes de stage. Mhm. Donc, me déconnecter une semaine, je pense que c'était quand même risqué parce que on va m'appeler, je ne serai pas disponible. On va me dire, on a essayé de t'appeler, tu as raté ta chance. Mais au début de la retraite, la sœur, elle a été claire, elle a dit, on vient ici, on ferme vraiment les téléphones. Parce que ce qui est pour vous, vous attendra à la sortie d'ici. Mhm. Voilà. Donc, ne recherchez pas des informations extérieures pendant que vous êtes venu vous retrouver vous-même. Mhm. Et j'ai obéi, j'ai fermé le téléphone. J'ai fait cette retraite-là, une retraite où on se parle peu, même entre retraitants. On se fait des signes pour pouvoir, à l'heure du repas, pour pouvoir avoir les différents couverts et autres. Et puis, on avait des temps de parole avec quelques religieuses pour répondre à certaines questions. Mhm. Ça a vraiment aussi changé ma vie parce que une semaine de silence, on était déjà habitué à parler. Ouais. On parlait déjà beaucoup. Mhm.
Dès que je suis sortie de cette retraite, la retraite, je l'ai faite au centre Saint-François-Xavier, à côté du lycée Sainte-Marie. Ok. Le temps de marcher de la communauté à Saint-Jean de Cocody, où je me suis arrêtée pour faire une petite prière, je sors, je reçois un coup de fil. Mhm. Là, ils sont tous sèches. Mhm. Tout le Mais monde je te suis là. cherche. Mais lundi, là, vient commencer le stage. Ouais. La dame dit, elle te cherche, faut venir parce qu'elle a besoin de travailler avec toi. Et c'est ce stage-là que j'ai commencé qui m'a emmené jusqu'aujourd'hui dans le parcours que Mhm. j'ai eu. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on veut se poser des Mhm. questions, il faut vraiment se poser Mhm. les réelles questions. Et puis, il faut être à l'écoute aussi de la voix qui va Mhm. t'orienter, Orienté. quoi, pour ne pas te perdre. Voilà. Mhm. Merci. C'est quoi ton record de lecture de livres annuels sur une année? L'année dernière, j'ai lu 100 livres, mais il faut que j'explique comment je fais pour lire 100 livres. Mhm. En ce moment, depuis l'année dernière, je n'ai plus de nounou à la maison. Mhm. Donc, lorsque je rentre du travail, je dois m'occuper de la famille. Donc, je ne peux plus lire physiquement. Ok. Et donc, c'est là que YouScribe, YouTube et Audible m'aident énormément. Parce Mhm. que aussi, j'ai une mémoire auditive très active. Super. Ce que j'entends, Tu retiens. non, je retiens. Mhm. C'est-à-dire, quelqu'un peut passer, je peux ne pas le voir. Non, ma mémoire visuelle même, Assez elle, bonne. elle n'est pas bonne même. Mhm. C'est-à-dire, on va me dire, mais tu as fini de parler avec Prince, tout et tout. Tu as vu sa fossette? Elle dit, ah, il a une fossette. Mhm. C'est-à-dire, les traits physiques, je les remarque rarement. Mhm. Mais ce que j'entends. Mhm. Voilà. Donc, je peux ne pas reconnaître, repérer certaines choses physiques sur Prince. Mais quand je vais entendre sa voix, je saurai que c'est lui qui parle. Ouais. Du coup, la lecture audible, c'est quelque chose qui me convient très bien. Mhm. Donc, pendant que je cuisine, pendant que je fais mon ménage, j'écoute mes livres. Et quand je Mhm. finis, je fais la synthèse de ce que j'ai pu entendre. Mhm. Donc, c'est ce qui me fait aller vite dans mon record. Mhm. Parce que m'asseoir comme ça et puis lire 100 livres n'aurait pas été évident. Mhm. Mais à l'écoute, ma vie est vraiment facilitée. Parce que là où je lisais un livre par semaine, maintenant je réussis à en lire 3 Mhm. les semaines où je dégage beaucoup de temps. Mhm. Donc, j'ai comme ça lu une centaine de livres l'année dernière. Et est-ce que tu accélères le mode d'écoute? Oui. Comment tu as su? Non, je fais pareil. En fait, moi, Comment tu as su? je fais pareil. Et je me suis rendu compte que, en fait, l'oreille, ou bien j'ai envie de dire le cerveau, il s'adapte facilement. Très. Au début, tu peux croire que si tu entends quelqu'un lire rapidement, tu vas pas capter. Mais après une ou deux fois, comme moi je mets souvent 1.5, vitesse 1.5, ça passe tranquillement. Et puis, Voilà. ça fait gagner du temps. C'est ça. Et moi, effectivement, moi, j'utilise YouTube et puis Audible de Amazon. Scribd n'est pas mal, non. Mhm. Ils font des efforts. C'est vrai qu'il y a quelques interruptions, mais là, avec les mises à jour, ils font beaucoup d'efforts. Il y a des livres qu'on peut écouter même en continu sans que ça Super. s'interrompe. Donc, c'est vraiment bien aussi. Et puis, j'aime bien conseiller YouScript parce que c'est Mhm. beaucoup plus accessible financièrement qu'Audible. Parce Mhm. qu'Audible, tu le télécharges gratuitement, mais chaque livre est payant Payant. et coûte Exactement. presque aussi cher que le livre Livre physique, c'est vrai. Voilà. Donc, une fois que tu vas proposer ça au- à la grande population, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas s'y engager. Mhm. Voilà. Donc, il y a Audible, c'est vrai, mais parce qu'il y a des livres qu'on ne trouve pas sur YouScript. Ouais. Green n'a jamais Robert Greene ne va jamais mettre ses livres sur YouScript. Bon, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils vont aller le négocier pour ça. Mhm. Pendant qu'on a trouvé son filleul, Ryan Holiday, sur YouScript, lui, on ne le trouve pas encore. Donc, il y a un certain niveau de livre que si tu veux pouvoir écouter, tu es bien obligé d'aller sur Audible. Mais sinon, un grand nombre de livres est disponible déjà sur YouScript. Et si les personnes apprennent à écouter sur YouScript, elles seront vraiment satisfaites. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment de lire autant de livres? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste l'amour de la lecture, mais il y a quelque chose qui est recherché. Oui, oui, oui. Parce que moi, je ne lis pas pour m'évader. Voilà. Voilà. Je suis pas dans la lecture évasive, non. Je lis pour apprendre. Parce que j'avais raté beaucoup de choses, Mhm. surtout professionnellement. Mhm. J'avais pas lu
des livres de développement personnel avant de commencer à travailler. Donc, c'est sur le terrain que j'ai pris mes claques. Donc, tu apprends, l'expérience te dit, ah voilà, tu t'es trompé, voilà comment est-ce que tu feras la prochaine fois. Et donc, quand tu lis le livre qui aurait pu te faire gagner du temps, ça rentre. Ouais. Mais si j'avais commencé à lire ces livres-là depuis, Ça aurait été mieux. j'étais avancée. Ouais. En fait, les livres te disent de façon claire, les livres de développement personnel, en tout cas, de façon claire, comment est-ce que tu dois gérer les processus. Tu lis, par exemple, Devenir un grand leader de Steven Simple. Le monsieur a changé une université qui avait des résultats médiocres en université de prestige. C'est concret, c'est là. Ouais. Il a aidé à changer les systèmes. Donc, il te dit comment lui, il a réussi à le faire. Si tu veux appliquer et puis ajouter, toi, ton grain de sel, tu le fais. Mais au moins, tu lis des histoires qui ont marché. Ouais. Et quand des personnes veulent faire croire que le développement personnel embellit les étapes du processus, moi, je pense que c'est des personnes qui vivent dans un pays et qui ont d'autres personnes qui peuvent témoigner. Exactement. Donc, Et les livres sont d'abord produits là-bas et vendus là-bas. c'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Prince qui me dit, Larissa, viens, on enregistre un podcast. Je viens. Parce que le parcours de Prince, nous parlons tous. On nous invitait à certains shows télé, nous, on n'est pas partis. Parce que le cadre ne répond pas aux valeurs qu'on défend. Le tout, c'est pas d'avoir de la visibilité, mais de lire et de discuter avec des personnes qui ont de l'expérience. Et quand une personne n'a pas de l'expérience et écrit, quand tu lis, tu sais. Ouais. Tu sais. Donc, on lit, et moi, je me plonge de plus en plus dans la lecture parce que l'expérience des gens est parlante et est concrète. Ils s'ouvrent. Quand il te dit, j'ai pu écrire, j'ai pu faire... Léo Babota, par exemple, qui te dit, mais attends, j'étais là, j'avais des difficultés à joindre les deux bouts. Père de 6 enfants, sa vie était un peu mélangée. Mais il a décidé d'appliquer une bonne routine, d'entretenir un blog, de travailler sérieusement. Et on voit là, Le résultat. comment le résultat a été mis en place. Il te dit, il y a le blog. Mais va sur le blog, si tu es parti, tu as trouvé personne qui visite. Tu peux dire au moins que Léo Babota, il ne m'a rien dit de beau. Les gens ont des actions concrètes. On doit agir plutôt que parler. Oui. Aujourd'hui, quand je suis venue, je regarde le studio, je regarde tes tasses, ton truc. J'ai même vu comment tu m'as envoyé le dossier de préparation. Mais c'est un projet que toi-même, tu finances. Juste pour partager l'expérience d'autres personnes, pour inspirer des gens. C'est un projet social. Ouais. C'est pas un projet pour lequel tu seras payé. Mais quand tu commences ça, déjà, tu es en train de créer quelque chose pour t'écrire demain. Quand tu as créé la plateforme d'apprentissage d'anglais, à coût vraiment cassé, tu as créé une communauté sur Telegram qui suivait. Je pense qu'avant ça même, j'avais rejoint de tes programmes de pharmacie de garde. C'est ça. Tu fais. Tous on est là, on voit. Ouais. Demain, quand tu as écrit, on va dire non. Les gens de développement personnel, ils montent. Tu vas dire, mais non. Les gens de développement personnel, ils ont quelque chose à raconter. Ouais. Et en plus de ça, ils veulent laisser des traces. C'est pour ça qu'ils écrivent. Donc, je préfère lire quelqu'un qui me montre qu'il a de l'expérience, qu'il a créé des choses, pour me donner moi aussi la force d'entretenir des communautés, de créer quelque chose qui pourra laisser un héritage, qui pourra créer l'impact demain. Ouais. Donc, je lis vraiment pour ça, pour apprendre des autres, des biographies. Quand tu lis Oprah Winfrey, Martin Luther King, là, tu les lis, tu vois vraiment, même Magic System, lorsque Guillaume Vergès a rédigé leur biographie, moi je l'ai lu parce que c'est un groupe qui m'impressionne vraiment, surtout à travers leur leader. Et puis aussi leur cohésion et tout. Mais tout, en fait, toute leur cohésion est dans le leadership. Exactement. Ça le faut. C'est clair. Donc, on va dire qu'au départ, on peut ne pas comprendre la façon de faire de quelqu'un. Mais quand cette façon de faire-là est très, très improvisée et mal agencée, la méthode fait long feu. Elle s'éteint très vite. Mais on voit que depuis 2 décennies,
On va dans une 3e décennie. Ils sont ensemble. Les gens sont là. Ils bâtissent, c'est concret. Je dis, mais il faut qu'on apprenne des personnes qui sont en train de réussir sérieusement. Ouais. On ne va pas rester long et puis se dire que non, c'est des personnes qui sont dans des sens occultes, c'est des personnes qui font de vilaines choses. Non, il faut apprendre. Voilà. Après, tout le monde a ses informations et choisit. Le choix te revient C'est clair. après, de faire ou de ne pas faire. Mais apprends de ceux qui sont en train d'agir. Et donc, ça, c'est ça qui me motive à lire. C'est ça, vraiment. Non, mais j'aborde dans le même sens que toi, surtout sur le fait que la lecture permet de gagner du temps. Oui. Énormément de temps. Il y a quelqu'un qui disait, bon, l'autre, il a vécu une expérience de 50 ans, il te met ça dans un livre, tu lis, tu gagnes énormément de temps. Vraiment, j'ai lu L'Art de la victoire de Phil Knight, où le propriétaire de Nike, ouais. il a expliqué tous ses déboires, comment est-ce qu'il a souffert. Donc, nous, on peut voir une entreprise aujourd'hui qui est très réluisante, mais on ne sait pas ce par quoi il est passé. Et quand tu ne sais pas ce par quoi il est passé, quand tu n'as jamais lu ça, et que tu montes ta boîte, et que tu es en train de passer par les mêmes situations, toi, tu as envie d'abandonner. Vite. Mais tu n'imagines pas, en fait, que cette boîte, cette entreprise que tu vois, qui aujourd'hui pèse énormément de milliards de dollars, a eu ces mêmes problèmes. Et quand tu lis, il te donne des solutions. Voici comment est-ce que j'ai fait. Je suis allé vers des fournisseurs. J'ai demandé à ce qu'ils me fassent crédit. Je n'ai pas été en mesure de rembourser. Après, au fur et à mesure, je passe par une autre étape jusqu'à ce que là... Donc, c'est concret. Ça te fait gagner plus de 10 années. Normalement. Oui, plus de 10 années. Et tu vois, moi, une fois, je faisais la lecture d'un bouquin et j'ai compris, en fait, dans ce bouquin, c'était clairement écrit qu'il y a 3 types de connaissances. La première, c'est la connaissance notionnelle. La seconde, la connaissance expérimentale. Et la troisième, la connaissance intuitive. Il a bien dit. La première connaissance, qui est la connaissance notionnelle, il dit, ça se trouve dans des livres ou en échangeant avec d'autres personnes. Tu vas obtenir des notions. Ce n'est pas encore de l'expérience, mais ça te donne une information. Ça te permet de gagner énormément de temps. Et puis après, tu fais ton expérience qui peut te rajouter des éléments supplémentaires, des choses complémentaires. Et puis surtout, tu l'utilises pour avancer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des connaissances intuitives. Par contre, il y a des personnes qui, à un moment, ont leur esprit qui est tout éclairé et puis ils ont une intuition. Et ça s'avère être quelque chose de bon. Tu vois, tu prends Galilée, qui un beau matin se dit, OK, cette terre-là, elle est ronde. Personne ne l'a dit avant toi. D'où tu tires cette information? Tu prends Newton, l'histoire raconte que c'est une pomme qui tombe sur sa tête, et puis il dit, bon, OK, à partir d'aujourd'hui, P égale à mg. Bon, Isaac Newton. Et personne ne l'a dit avant. Donc, à un moment, tu as ton esprit qui est éclairé par quelque chose. Et ça, c'est un autre type de connaissance. Mais l'auteur mettait plus en avant la base que tout le monde peut facilement avoir. C'est ça. Ce sont les notions à travers la lecture de certains bouquins et tout. Ça permet de gagner énormément de temps. Et j'imagine que toi, aujourd'hui, tu es riche déjà de ça, de tout ce que tu as puisé dans ces bouquins. Tu vois? Ouais, énormément. Et puis de l'expérience. Voilà. Et la recherche développe l'intuition. Parce qu'à à force de travailler, l'expérience, elle vient pour donner des leçons. En s'asseyant pour travailler réellement sur les solutions à apporter aux problèmes que tu vis, tu finis par développer une certaine intuition. Tu te mets en garde contre d'autres problèmes de ce genre qui vont arriver. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette intuition naturelle. Parce qu'il y a des personnes qui ont des visions, qui voient clairement ce que tu vas vivre et autres. Moi, je n'ai pas d'intelligence sensorielle. Il faut sentir, on me dit très souvent, il faut sentir les gens. Et moi, ils pratiquent les gens. Moi, je ne sens pas. Oui. Donc, la pratique te donne des informations présentes et peut te donner des informations futures. C'est ça qu'on va mettre dans l'intuition. Donc, à la recherche, c'est très, très intuitif. Et tu vois, ce que tu dis est tellement vrai, parce que j'ai lu
Donc, je suis en train de lire, tu le sais, là, Un rien peut tout changer de James Clear. Et tu vois, ce matin, en venant, il disait qu'il y a des personnes, à force de pratiquer, peuvent te déceler un problème quelque part, mais sans savoir vraiment pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il y a le problème. C'est vrai. J'appelle ça le convenience mind. Le Convenience mind. convenience mind, ok, je comprends. C'est le convenience mind. Parce qu'à un moment donné, l'esprit du combien te parle. Ouais. Je dis souvent aux Africains, je dis, vous savez, avant que l'Esprit Saint ne vienne nous trouver là, Mhm. il y avait l'esprit du combien. Il riait, mais parce que Mhm. ça parle. Mhm. Et l'esprit des religions importées là, Mhm. il faut l'implorer Mhm. pour qu'il vienne te retrouver. Mhm. Mais tu es un esprit que tu n'implores pas qui est sur toi. Ouais. Lui, tu es né avec lui. Mhm. Et il te parle. Mhm. Et c'est lui que quand des fois tu n'écoutes pas bien, tu peux te mettre dans certains problèmes où même l'Esprit Saint peut ne pas pouvoir bien te sauver. Ouais. Il faut être à l'écoute de son environnement. Mhm. L'environnement parle. Tu C'est ça. arrives quelque part. Le comportement des gens te dit qui ils sont. Mhm. Mais bon, très souvent, on veut voir ce qu'on veut voir. C'est ça. Donc, on rentre dans certaines choses. Mhm. On n'a qu'à ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Mhm. On est là, on regarde, on pose des questions, on écoute les voix. On va tout savoir. Une fois que tu as su certaines choses, quand l'événement veut venir, tu vas sentir. Mhm. Tu vois, ça peut être de la prévision. Tu vois, l'intuition, là, on met ça. Les gens qui aiment beaucoup planifier Mhm. aussi, ils développent finalement une certaine intuition. Mhm. Oui. Merci. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent je n'arrive pas à lire, je n'aime pas lire? Parce qu'on entend très souvent cela. Je veux lire, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Et c'est surtout le je veux lire, je n'y arrive pas. Mhm. Moi, en tout cas, je peux les comprendre. Parce que je ne suis pas une grosse lectrice, Mhm. comme je t'ai dit. C'est vraiment en 2022 que je me suis remise comme ça à la lecture. Donc, avant ça, j'achetais les livres, mais je ne les lisais pas. Mhm. Donc, peut-être que ce que je vais leur conseiller, c'est d'aimer déjà la lecture. Mhm. De reconnaître que la lecture peut leur apporter quelque chose, même si pour le moment, ces personnes-là ne peuvent pas lui consacrer de temps. Mhm. Et quand on aime quelque chose, on s'y investit. Donc, que ces personnes-là prennent déjà l'habitude d'acheter des livres, même si pour le moment, elles ne les liront pas. Mhm. Parce que je vois beaucoup de personnes aimer emprunter les livres, Mhm. télécharger les livres en PDF, Mhm. rechercher que de la lecture gratuite. Mhm. Je vois des gens qui disent non, on te livre 500 livres PDF à 5 000. Il y a des gens qui achètent ça. Mhm. Toute ta vie, tu ne pourras pas lire 500 livres PDF. Ouais. Donc, acheter 500 livres PDF, c'est-à-dire la propriété intellectuelle de quelqu'un à 5 000. Mhm. Donc, ils prennent déjà l'habitude de payer les livres. Ouais. Parce que certaines personnes l'ont écrit. Mhm. Il faudrait prendre la peine d'honorer le travail que ces personnes ont eu à faire. Donc, Exactement. j'achète déjà, je dépose. Même si dans un premier temps, je lis un livre pendant 2 ans, j'ai fait quelque chose. Mhm. Oui. J'ai atteint au moins un résultat. J'ai fait des fois, moi j'ai aimé quand John Maxwell dit, lui des fois il achète un livre juste à cause d'une partie. Mhm. Il déchire la partie, le reste il laisse. Mhm. C'est pour cette partie-là que j'ai acheté le livre. J'ai regardé le sommet, cette partie m'intéresse, je suis allée directement. S'il est parti avant la partie qui m'intéressait, il est parti après ne m'intéresse pas, j'ai le droit de ne pas lire. Mhm. Quand on était jeune, on disait, quand on sortait s'amuser entre amis, on disait, mais on est obligé d'acheter, mais on n'est pas obligé de boire. Oui. Mhm. Achetons déjà les livres, même si on ne les lit pas. Mhm. C'est un Il premier pas. faudrait qu'il y ait la présence de livres dans nos maisons. Ouais. Une petite bibliothèque. Mhm. En ce moment, Dr Aminata Kane a de petites bibliothèques qui peuvent prendre 80 livres Mhm. et qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Tu la mets au coin, Mhm. là, comme un abat-jour. Ok. Elle tient. Mhm. Elle peut prendre jusqu'à 80 livres, voire 100. Si Super. les livres ne sont pas volumineux. Super. Je m'achète cette petite bibliothèque-là. J'ai mes quelques livres là. Mhm. Même si je ne les lis pas, ils sont là. Mhm. De temps en temps, je fais semblant de prendre un feuilleté. Parce qu'il faut que les enfants aient l'habitude de voir des parents lire pour qu'un jour, ils soient intéressés par la lecture. Exactement. Comme ce qui t'est arrivé. Ah, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me moquais même de leur lecture. Mhm. Mais après, ça m'a rattrapé. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi qui ai blog littéraire. Aujourd'hui, c'est moi qui entretiens les choses autour de la lecture. Maman me regardait rire. Mhm. Un jour, même, j'étais en famille, puis disait, mais mon là même là, où m'est quitté cette envie de lire là? Mhm.
Et puis, c'est un autre qui m'a dit, mais tu as grandi dans un environnement de livres. Donc, après, ça te rattrape. Donc, achète-toi déjà les livres. Voilà. Le virtuel, c'est bon, mais après, ça ne laisse pas de marque physique aux autres, à notre environnement. Un héritage physique, oui. Il faut qu'on ait des livres. Un livre au bureau, quelques livres au bureau, quelques livres à la maison, un livre au chevet du lit. Il faut. Puis après, donnons-nous du temps. Tout le monde n'a pas le même rythme. Parce que si on veut regarder les exploits des uns et des autres, non. Yeni Didi a lu plus de 200 livres l'année dernière. Wow. Si je veux me fixer le même objectif, je vais me stresser. Ouais. L'année dernière, j'ai lu 100 livres. Peut-être que l'année prochaine, j'en lirai 50. Tout va dépendre de mon inspiration et de mes occupations. Parce que le tout n'est pas de venir mentir aux personnes qui te suivent. Ouais. Parce que si tu lis réellement, normalement, tu dois pouvoir dire des choses un peu sensées. C'est clair. Et tu vas venir dire, donner un gros palmarès de lecture. On parle avec toi, tu es vide. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est quelque chose. Hein? Tu ne peux citer personne. Tu peux même pas te citer toi-même. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ce que tu dis est très pertinent parce que, tu vois, le fait d'avoir aussi le livre physique, c'est-à-dire même si tu as acheté un livre numérique, pour l'héritage, achète le même livre physique et garde-le. Tu vois, pourquoi c'est important? Parce que personne ne te donne un trophée numérique. Qu'est-ce que tu veux en faire? On te donne un trophée physique, tu l'exposes. Et si le livre pour toi, on va dire, a été un trophée qui t'a permis de passer d'un point A à un point B, même si tu l'as lu ou tu l'as écouté, il faut acheter le livre physique et tu le gardes. Ouais. Je me rappelle une fois, j'ai vu un pote sur les réseaux sociaux qui a posté une pile de livres. Je me rappelle plus trop bien de son nom. Et il a dit, bon, je sais pas, peut-être tu peux me rappeler le nom. Je pense qu'il est très connu. Il fait un peu les récaps des films qui passent. Yannick Boka. Yannick Boka. Donc, j'ai vu une de ses publications dans le temps où il a posté beaucoup de livres. Il nous a dit on n'a qu'à faire. Et puis il a dit élever le challenge. Oui. Et puis moi je suis venu, j'ai commenté, je lui ai dit attention, moi je suis libraire. Hein. Parce que si Edwin Lawson, Dr. Khan et toi, vous voulez exposer vos livres. J'ai dit moi je suis libraire. Hein. Si je te sors ça là, c'est pas bon. Tu vois? Non, c'est clair. Il faut des livres. Il nous faut des livres physiques. Et pour te rejoindre, moi, tous les livres que j'écoute, je les ai. Je les ai en physique. Ouais. Je me rappelle, rien peut tout changer. J'avais 2 exemplaires. Super. Et un collègue est venu prendre le deuxième. Il dit, mais quand vous prenez les livres comme ça, est-ce que vous savez que ça tue votre charisme? Il dit, achetez les livres. Vous venez, vous prenez les livres parce que j'ai 2. Vous n'avez pas acheté. Ouais. Voilà. Donc, on écoute, mais c'est bon d'avoir tous les livres, version physique. Papier, oui. Les enfants liront un jour. C'est clair. Tu as écrit un livre. Oui. Le titre, c'est Le patron, c'est toi. De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire? C'est l'expérience en question. Parce que l'expérience a été rude, hein, parce qu'on n'avait pas les rudiments. Donc, on a appris de notre parcours. Et on fait beaucoup d'erreurs. Donc, on fait les erreurs, on corrige, on fait les erreurs, on corrige et on avance aussi. Donc, le patron, c'est toi. Retrace les erreurs à éviter en tant que gestionnaire de projet et surtout les actions à poser. OK. Et donc, j'ai écrit régulièrement pendant 1 an dans un canal Telegram. OK. Les jours ouvrés, chaque 8h08, pour parler d'une valeur qu'un gestionnaire de projet peut avoir. J'aime beaucoup m'amuser avec les mots. Donc, moi, par exemple, je te dirais que la générosité, c'est la gratitude, c'est l'élévation des autres. Je vais te trouver un truc pour le N, négociation 0, quelque chose comme ça. Mais je vais te trouver un qualificatif je vais te faire un acrostiche et je vais t'expliquer en quoi est-ce que tout ça
va développer, par exemple, ta générosité. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait tout ce temps-là dans le canal Telegram en question. Et j'ai vu que ça avait plu aux gens. Mais c'est Mhm. beaucoup d'écriture. Parce que Ouais. moi aussi, quand je me mets à écrire, j'écris beaucoup. Mhm. Et les Ivoiriens n'ont pas toujours le temps de tout lire. Mhm. Donc, je me suis dit, bon, après avoir écrit 1 an Mhm. et avoir donné beaucoup, c'est bon de pouvoir faire une synthèse, donner aux gens. Et puis, ceux qui veulent lire en profondeur iront dans le Mhm. canal Telegram Mhm. pour avoir plus d'informations. Donc, c'est Mhm. comme ça que j'ai eu l'idée du patron, c'est toi. Et donc, ce sont les 12 mois de l'année et les différentes actions à poser pour s'orienter. Ce n'est pas un guide qu'il faut respecter à la lettre, Mhm. mais ça peut toujours aider. Mhm. Parce qu'un gestionnaire de projet, c'est se connaître, c'est connaître son environnement, c'est développer certaines valeurs. Mhm. On n'oublie jamais les patrons qui nous ont fait sentir bien. Mhm. Jamais. C'est clair. Voilà. Il va beau bien nous payer s'il nous traite comme un moins que rien. On n'est pas à l'aise avec. Mhm. Pardon, ça me rappelle une citation de, je pense, Maya Angelou. Oui. Elle dit: les gens oublieront ce que vous avez dit, Mais ils ils oublieront ce que n'oublieront vous avez jamais. fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur aurez fait ressentir. Sentir. Mhm. Ça, c'est très important. Mhm. Imagine-toi qu'en 2013, j'ai mon travail au ministère de la Santé. Mhm. Il faut dire qu'au ministère de la Santé, j'ai commencé mon stage sans être payé. Ok. C'était un stage sans portefeuille. Mais très rapidement, on m'a mis sur des missions et donc je n'ai même pas senti que je n'avais pas de salaire. Mhm. Et ma patronne me disait tout le temps que les organismes internationaux allaient me recruter. Mhm. Parce que lorsque je partais à une réunion et qu'on écrivait à mon programme pour l'inviter pour une autre rencontre, on exigeait que ce soit moi qui vienne. Elle dit: Ok. ah, toi, les organisations vont te recruter. Mhm. En effet, nous tous qui avons commencé ce programme public-là sommes partis presque tous Mhm. en institution internationale. Mhm. Et donc, elle mettait tellement d'espoir en moi Mhm. que... Mais c'était pas aussi bien payé que ça. Mhm. En 2012, mes charges ont augmenté parce que j'ai été maman. Mhm. Et j'avais eu la possibilité d'être agent mandataire d'une maison d'assurance. Ok. Et les assurances, ça paye bien. Mhm. Donc, je commençais à envoyer les marchés, j'avais mes commissions, tout ça. Donc, elle commençait à sentir qu'elle me perdait un peu. Mhm. Donc, elle m'a dit, tu sais, l'argent, c'est bon. Mais ce que toi-même tu veux, là, c'est ce que tu es en train de faire ici. Donc, essaie de bien voir Mhm. tu vois, où est-ce que tu vas plus mettre ton énergie pour pouvoir avancer. Mhm. Et avec tout ce que je faisais déjà comme entrée d'argent dans les assurances, Mhm. j'aurais pu choisir les assurances sans problème. Ok. Voilà. Et avoir l'argent que je voulais avoir. Mais juste parce qu'on me fait sentir bien dans l'environnement dans lequel je suis restée. Tu avais la paix. Voilà. Non, la paix, ma paix, mon combat. Ma paix. Et donc, je suis restée dans cet environnement et j'ai évolué dans mon domaine. Donc, j'ai compris que le gestionnaire de projet, il faut qu'il soit humain Mhm. pour susciter des carrières. Oui. Sinon bon, on ne va pas se dire qu'on va juste se coucher, rêver et puis espérer conduire, naviguer un jour un, un paquebot. Mhm. Il faudrait déjà avoir l'amour pour la mer. Donc, tu vois, celui qui te fait aimer son métier, Mhm. c'est lui qui, à travers ce partage, se montre que ce secteur est intéressant. Mhm. C'est lui qui va susciter des vocations. Oui. Donc, à travers le patron, c'est toi. C'est vraiment ce déclic-là que je veux créer dans le cœur des gestionnaires de projet pour ne pas qu'ils viennent juste comprendre leur travail, chercher leur argent, encore même s'ils ont compris. Parce que Mhm. beaucoup de personnes sont dans le processus, Mhm. exécutent des tâches, mais ne pourront jamais expliquer de bout en bout ce qu'ils font dans le travail. Mhm. Et ça, c'est triste. Mhm. Tu t'imagines? Des personnes vont à la retraite, mais ne peuvent même pas te dire ce qu'elles ont apporté à un système. Ouais. Mhm. Donc, à travers ça, au moins, si chaque jour, je lis ce qu'est dans le patron, c'est toi, et que ça me donne envie de noter une expérience que j'ai eu à vivre dans le petit carnet qui l'accompagne, Mhm. je commence comme ça
à écrire mon expérience. Mhm. Et un jour, je peux laisser moi aussi un héritage et à mes collaborateurs et même aussi à mes enfants. Parce que susciter des vocations, c'est quelque chose vraiment qui me plaît parce que si moi, je n'avais pas vu d'autres personnes faire ce que j'aime faire aujourd'hui, Mhm. je ne m'y serais pas investi. Exactement. Donc, c'est un peu ça, le but du livre Le patron, c'est toi. Merci. Trois livres que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se développer personnellement. Bon, le premier, moi, déjà, Mhm. là, tu vas me faire raccourci parce que dans Le patron, c'est toi, je donne une liste de 10 types de livres Mhm. à lire. Je vais raccourcir. Si une personne est croyante, le livre de sa pratique religieuse, là, il faut que la personne prenne le temps de lire. Parce qu'il y a tout dedans. Ok. Les religions ont tout dit. Mhm. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est la religion moderne. Mhm. Les religions ont tout dit. Mhm. Donc, lisons. Parce que, au regard de l'expérience déjà vécue, il y a beaucoup de choses dans nos livres saints qu'on peut comprendre. Mhm. Un deuxième type de livre que je vais conseiller, c'est les livres de nos domaines d'action. Ok. Nous sommes de certains domaines desquels nous n'apprenons pas grand-chose. Mhm. Moi, dans mon domaine, les ordonnances viennent depuis l'Organisation mondiale de la santé. Donc, l'OMS va te donner ses exigences pour les 5 ou 10 prochaines années. Tu vas travailler dans le système de santé, puis tu n'as pas ça. Mhm. Donc, Je le comprends. programme national, le ministère de la Santé a son plan stratégique pour Mhm. les 5 prochaines années. La Côte d'Ivoire a son plan national de développement. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Tous les plans là se déclinent dans 5 ans. Mhm. Donc, je ne veux pas être d'un domaine et puis je ne lis pas ce qui est attendu du domaine pour les 5 prochaines années. Oui. C'est dangereux. Mhm. Donc, je conseillerais à chacun de regarder dans mon domaine qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi pour lire. Mhm. Dernièrement, on rédigeait un plan stratégique pour une entreprise qui est dans le BTP. Mhm. Et lorsqu'on est parti présenter les résultats de nos recherches, le monsieur nous demande où on a pris les chiffres. Mhm. Toi, c'est du domaine. Oui. Normalement, quand moi je te donne les chiffres, tu dois pouvoir me dire, mais ce chiffre-là même n'est pas à jour. N'est pas à jour, oui. Mais il est surpris. Il travaille dans le domaine Mhm. depuis une vingtaine d'années. Mhm. Un très gros chiffre d'affaires. Mhm. Mais la contribution de son domaine au PIB national, mais il ne connaît pas. Mhm. Lui, il fait son chiffre d'affaires. C'est ça. C'est trop risqué. Oui. Parce que cette entreprise, tu vas la laisser à qui? Tes enfants Mhm. qui vont venir la diriger comment? Mhm. Donc, connaissons, lisons de nos différents domaines. Là, la Côte d'Ivoire sort chaque année le budget des différents, faut tous le budget des différents ministères, qu'est-ce qui serait investi. Il faut qu'on sache tout. Mhm. Maintenant, en troisième lieu, lisons les livres qu'on aime. Moi, j'aime le développement personnel. Mhm. Je lis Green, je lis Holiday. Mhm. Là, James Clear aussi, qui a dit son truc de façon claire. J'aime beaucoup le personal MBA. Mhm. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de se payer des cours de haut niveau. Mhm. Mais ça ne les bloque pas pour autant. Oui. Ça ne devrait pas les bloquer. Mhm. Donc, qu'ils sachent, qu'ils maîtrisent le processus, ils vont voir qu'ils vont créer beaucoup de choses formidables. Et puis Mhm. après, ils pourront, s'ils veulent avoir l'argent pour aller se payer le MBA en question, parce Ouais. qu'après, le MBA donne un très bon positionnement. Exactement. Ceux qui aiment lire pour s'évader, qui lisent. Il y a des gens qui aiment lire biche, qui lisent biche. Oui. Au moins, tu es en train de lire quelque chose. Mhm. Mais le danger, c'est vraiment de ne rien lire. Ouais. Même ceux qui prennent le temps de lire certaines publications bien rédigées sur les réseaux sociaux ont du mérite. Mhm. Mais seulement que les réseaux sociaux, on ne lit pas tout. Mhm. Par exemple, quand mon blog me fait les statistiques, les gens, ils lisent 3 secondes, Mhm. 5 secondes. Mhm. Tu vois, le temps de lecture est... Donc, pendant que tu lis, tu as des notifications. Voilà. Donc, tu cliques, tu es parti. Donc, la lecture sur les réseaux sociaux peut ne pas être aussi efficace que ça. Mhm. Mhm. Mais voyons vraiment quel type de lecture on aime et où est-ce qu'on trouve la bonne qualité de notre type de lecture. Et puis, on s'y met tranquillement. Merci. Une citation inspirante qui te booste au quotidien, que tu souhaiterais partager? Et de Laurent Gounel. Laurent Gounel. Gounel, ok. Voilà.
qui dit que l'homme, il a beau explorer le fond des mers, les profondeurs de la terre, mais après, il rentre chez lui et puis il trouve ce qu'il recherchait. Mhm. On, on a trop d'espoir sur ce qui nous entoure. Mhm. Pourtant, notre réelle force en nous. Mhm. Voilà. Et ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup appris ces dernières années. Ça m'a appris à ralentir un peu les pas et à gagner un peu plus en énergie. Parce que tout n'est pas multiplication d'actions. Mhm. D'ailleurs, rien peut tout changer. Il dit un peu, tu es en mouvement ou bien tu es en action. Il Ça. faut quoi de ta Mhm. vie? Tu es en mouvement. Prince, tu as une Fosette. Oui. Ça, c'est intuitivement que je l'ai dit. Hein. Ok. Et moi, je ne vois pas en ton nom. Ok. J'étais bien regardé. Mhm. Tu vois? Donc, c'est pas le mouvement qui est le plus important. Mhm. Il faudrait qu'il puisse aboutir à une action concrète que j'ai pu faire et que je peux capitaliser. Mhm. Je peux me notifier. Donc, cette citation-là, vraiment, elle m'a calmée et puis elle m'a fait aller à l'essentiel depuis l'année dernière. Et je pense que je vais la reconduire encore cette année. C'était ma citation de l'année dernière. Je vais la reconduire encore cette année. Ouais. Voilà. Je me rappelle d'une citation de Saint Jean Lacroix Mhm. dans laquelle il dit « Tout le cheminement spirituel consiste en la connaissance de soi. » Je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis. Ça dit mieux tu te connais, mieux c'est. Tu sais. Mieux tu te connais. Moi, j'ai vécu une expérience quand j'ai commencé la commercialisation des bouquins. La première commande que j'ai passée, quand les bouquins sont arrivés, j'ai fait 2 semaines, je n'ai pas ouvert les cartons. Oh. Donc, s'il y avait du poisson ou de la viande dans les cartons, c'est après 2 semaines que j'aurais su. Alors que j'ai payé. C'est-à-dire j'étais très excité, enthousiaste de payer. Les cartons sont arrivés 2 semaines. Je n'ai même pas cherché à vérifier si la commande reçue est conforme à ce que j'avais payé. Et quand 2 semaines j'ouvre, après 2 semaines quand j'ouvre les cartons, je dis, OK, il faut maintenant que je cherche à commercialiser. Je reçois des messages de personnes me disant oui, je veux les bouquins. Dès que je vois même que le WhatsApp parle de bouquins, je n'ouvre même pas. Et cette expérience, ça m'a permis de me connaître. Ça m'a permis de savoir que je peux sortir de l'argent pour commander des bouquins, mais après, pour moi, c'est ça le plus dur. Ouais. Tout le reste, bon, ça va venir après et tout. Quand j'ai amélioré j'ai envie de dire ce petit défaut, j'ai vu les chiffres monter. Et puis à un moment, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que ce sont les clients qui ont changé? Est-ce que ce sont les bouquins qui ont changé? La réponse était non. C'est moi qui avais changé. Vu que j'ai essayé quelque chose et que cela m'a permis de me connaître, vu que je me connaissais un peu mieux, j'ai pu croître. Tu vois? Et tu vois, c'est tellement beau tel que tu décris la citation et celle de Saint Jean Lacroix. Plus on se connaît, plus on arrive à être une meilleure version de soi-même. On retient les personnes qu'on peut retenir et on fait partie des personnes qui n'ont plus le droit de rester. Ouais. Et ce sans bruit, sans histoire, dans la paix. Ouais. Donc, c'est surtout ça, la paix. Comme je disais, la paix. La paix est un combat noble à mener. Voilà. Et tu as dit, la paix, c'est ton combat. Ma paix, mon combat. Il faut que l'âme des vivants repose en paix. Parce que très souvent, on souhaite le repos de l'âme aux personnes décédées, mais le vivant aussi a besoin d'une âme apaisée. Voilà, une âme qui prend le temps de se reposer aussi. Et ça, c'est très important. Je vois, quand tu parlais de personnes qui peuvent soit rentrer dans ta vie, qui restent, et d'autres qui partent, il y a une citation de Mère Teresa qui dit... Fallait que tu la sortes. Il fallait que Mère Teresa sorte. Mais forcément. En fait, elle dit, toute rencontre est soit une bénédiction ou une leçon. Une leçon. C'est clair. Bénédiction si la personne est restée. Leçon si la personne est partie. Au moins, tu auras appris quelque chose. Ton mot de fin?
Merci pour l'invitation. Mhm. C'est vraiment une très belle initiative et qu'elle puisse vraiment continuer et prospérer Mhm. parce qu'elle peut susciter des vocations. Et moi, Mhm. c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mhm. Parce que la bonne influence, il faudrait que quelqu'un pense à la mettre en marche. Mhm. Et on ne va pas passer tout notre temps à se plaindre d'une pseudo-mauvaise influence de personnes qui prennent du temps Mhm. pour créer du contenu. Ouais, du contenu. Parce que Ouais. finalement, créer du contenu, c'est un investissement. Mhm. Regarde le matin, regarde ce studio des personnes dédiées. Mhm. Ça coûte quelque chose de Mhm. créer du contenu. Oui. Donc, prendre de son temps et de ses ressources pour créer du contenu éducatif, c'est Mhm. une grande bénédiction. Mhm. À regarder de près, selon mon œil de chercheur, de ce que j'ai pu observer, les enseignants éduquent de très bons enfants. Mhm. Aujourd'hui, on va regarder dans l'administration, les personnes qui sont bien positionnées, il y a beaucoup d'enfants d'enseignants. Après, même les enseignants sont la plus grande marge d'employés de la fonction publique. Mhm. Mais l'enseignement est une bénédiction. Mhm. Je regarde mes maîtres et professeurs. Aujourd'hui, j'ai un travail beaucoup plus valorisant que leur travail. Mhm. Mais ils continuent d'aimer leur métier et d'enseigner avec le même amour. Mhm. Tout en sachant que cet amour-là ne va pas forcément leur faire avoir certains biens matériels, mais ils y mettent le cœur. Mhm. Parce que l'éducation est une bénédiction. Mhm. Oui. Et le fait que tu mettes de ton temps et de tes ressources dans ces capsules éducatives-là, Mhm. que ça fasse vraiment prospérer tes activités, voilà, que les terrains de Amen. Songon se vendent bien, que les Amen. livres se vendent bien, que les Amen. formations d'anglais Merci. se vendent bien. Amen. Parce Merci. qu'on sait tous que Prince a plusieurs casquettes et il aime beaucoup aider. Mhm. Et puis, que la jeunesse et même Mhm. les personnes adultes qui se cherchent encore, voilà, prennent le temps d'écouter chacune des personnes qui passera ici. Mhm. Chacun a quelque chose à apprendre et que ça impacte vraiment les vies des personnes qui écoutent. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Bonne chance, Prince. Et puis, Merci. Merci Adèle. merci encore pour l'invitation. Merci Adèle. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de te recevoir durant ce podcast. Ouais, C'était très enrichissant pour moi. merci. J'ai beaucoup, beaucoup appris et j'imagine que les personnes qui nous suivront également apprendront autant. Ouais. Ça sera un plaisir de te retrouver très prochainement. À votre Bon, service. je vais vite courir cette semaine. Je vais prendre mon livre, Le patron, c'est toi, Je vous ai envoyé. Oh, pour le décortiquer dans toutes ses coutures. En tout je cas, voulais l'apporter. merci Désolée. infiniment. Non, je t'en Ouais, prie. merci. Merci. Merci beaucoup. Mhm. Et je dis comme mot de fin aux personnes qui nous suivent, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes qui sont sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast également. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification et vous abonner également. Je vous remercie.